lui. Au Mali, un bataillon de l'armée malienne sous commandement de la force conjointe du G5 Sahel tentait mardi avec de gros moyens de reprendre des positions tombées sous le contrôle de djihadistes qui ont mené lundi une double attaque contre des camps militaires dans le centre du pays. C'est ce qu'ont indiqué des sources concordantes situées à proximité de la frontière avec le Burkina Faso. La position de Boulkessi du bataillon malien de la force conjointe du G5 Sahel a été attaquée lundi à l'aube par des éléments présumés du groupe terroriste Ansarul Islam, accusé de semer la terreur dans le nord du Burkina, selon le secrétaire de cette force encore embryonnaire créé par les pays du G5 Sahel, Mali, Mauritanie, Burkina Faso, Tchad et Niger, reprendre la main sur les djihadistes. On a l'impression que jusqu'à l'heure actuelle, la solution que les États qui sont touchés par le phénomène prennent, c'est plus l'option militaire. Oui, je pense que c'est une mesure dissuasive. À force de riposter, à force de tirer sur les djihadistes, ça va faire peur et ça va les amener à réfléchir deux fois. Quand on dit réfléchir, c'est réfléchir deux fois. Donc, à réfléchir deux fois même avant de poser quelque attaque que ce soit. Parce que jusque-là, c'était les djihadistes qui menaient l'opération, c'était eux qui dictaient leurs lois. Et aujourd'hui, on peut dire que pour une première fois, le G5 Sahel a fait quelque chose. L'option militaire, c'est une des meilleures options dans la mesure où elle a pour intérêt d'être dissuasive, mais au fait, l'autre chose, c'est-à-dire qu'il faut rechercher les causes liées à la prolifération de ces attaques djihadistes, c'est-à-dire depuis 2014, on l'a toujours dit ici, c'est-à-dire au départ de Blaise Compaoré, la dissolution du RSP, tout ça là qui a engendré cette situation. Moi, la solution que moi je pourrais proposer, c'est qu'il faut libérer, même si les gens ne sont pas d'accord, qu'il faut libérer aujourd'hui le général Diendéré. Même si c'est une situation difficile, solution tellement compliquée, il faut libérer. Il faut être pragmatique parce que la plupart de ceux-là qui sont devenus djihadistes aussi, c'était, je pense, à mon sens, qui faisaient partie du régiment de sécurité présidentielle. Il y a des gens, il y avait des soldats qui étaient partis à l'époque avec leurs armes et aujourd'hui, peut-être, ils ne sont pas d'accord avec la détention, peut-être qu'ils ont jugé arbitraire du général et ils posent des actes. Vous imaginez l'attaque de l'état-major du Burkina Faso, c'est-à-dire c'était des gens en réalité qui maîtrisaient mieux l'état-major. Ça veut dire c'était des anciens soldats peut-être qui n'ont pas décliné leur identité ou dont ne connaissaient pas leur identité, qui auraient attaqué ça. C'était des gens qui maîtrisent le terrain. Donc soit on libère le général Diendéré et après on instaure un dialogue avec ceux-là, les djihadistes, là on leur demande exactement ce qu'ils veulent. Mais la question du terrorisme aujourd'hui, ça touche quand même, parce que là nous parlons du Mali, il y a le Burkina, il y a beaucoup de pays qui sont touchés et c'est pas en libérant Diendéré qu'on va régler tous ces problèmes. Mais regardez, tout est parti. Avant, bien sûr, il y avait des attaques, mais c'était un nombre infime, c'était tellement moindre. Mais la situation commençait pas à s'empirer à partir de 2015. La situation commençait pas à s'empirer à partir de 2015, juste au lendemain de la libération, de la dissolution du RSP. Après, le président Kaboré, non, ouais. Christian Kaboré est arrivé au pouvoir. Et après, on a vu ce qui s'est passé au Mali, après le Burkina Faso en 2017, en 2018. Et la situation se poursuit comme ça. Moi, je pense que l'origine même vient de là. Si on arrive à régler ce problème-là, on réussirait peut-être à trouver dans une moindre mesure une petite solution avant de penser aux faits sociaux, aux causes sociales qui engendrent le terrorisme, le chômage ou la situation difficile de la vie qui rend des gens beaucoup plus vulnérables et qui permet aux réseaux terroristes de les recruter facilement à l'État islamique, à Al-Qaïda, au Maghreb islamique et le Boko Haram. Francisco, l'option militaire, c'est la meilleure? Bien, pour l'instant, c'est ce que nous voyons. En fait, ce n'est que ça qui est proposé depuis un moment. Si on parle du G5 Sahel, on parle de telle opération par-ci, par-là, mais ça ne résout jamais le problème. Oui, ça ne résout pas le problème, mais les gens trouvent ces armes-là où? C'est les enjeux. Bon, lui parlait tout à l'heure de Gilbert Diendéré.
Il y a de l'autre côté, il y a Djibril Bassolé également et autres qui sont en prison. Et l'exilé président, comment il s'appelle? Non, il y a Zida, il y a de l'autre côté Blaise Compaoré qui entre-temps a proposé ses services pour résoudre ce problème. Mais ces guerres-là, sinon ces attaques, c'est à prendre séparément. Il y a le problème local qui est lié à des groupes armés d'autodéfense que souvent les régimes entretiennent. Et on a vu tout dernièrement au Mali lorsque le président a dissous des groupes d'autodéfense alors qu'officiellement ces groupes n'existaient pas. Donc c'était des groupes qui étaient entretenus par ici et par là. Il y a le sous-sol, de l'Afrique subsaharienne qui est suffisamment riche avec du pétrole, de l'or et autres que les firmes beaucoup veulent. Et donc, les armes qu'on utilise, ces armes viennent d'où? Bien sûr, localement, ils arrivent à attaquer des camps, ils volent des armements. Mais de l'autre côté, avant de venir attaquer, c'est qu'ils avaient un minimum d'armements qui viennent d'ailleurs. On a parlé de la Libye, qui jusqu'ici n'est pas encore stabilisée. Donc aujourd'hui, il est difficile, n'est-ce pas, d'échanger avec ces djihadistes et de s'entendre pour faire au moins un moment de paix et cesser les armes avant de voir les problèmes sociaux. Lorsque vous traversez ces pays, vous prenez... comment l'appelle-t-on? Moi, d'habitude, quand je prends les routes, par exemple, du Niger en allant, quand vous voyez même déjà les bâtisses, vous voyez les communes. Mais vous demandez, est-ce que ces bâtisses-là, même ne serait-ce que la taille, comment c'est construit? Donc, quand vous allez encore plus au fond, vers le Mali, bon, ce n'est pas esthétique, ce n'est pas... Vous voyez comment les gens vivent dans la misère. Or, nos terres sont suffisamment riches. On a vu ici le Gaddafi, dans sa Libye, a créé des zones où l'agriculture et autres prospéraient. Et on peut produire suffisamment pour alimenter les industries ailleurs si nous-mêmes, nous ne pouvons pas installer, n'est-ce pas, nos agropoles. On peut produire. Donc, voilà l'espace qui est là. La question du terrorisme est une question socio-économique d'abord. Il y a la question socio-économique et puis il y a nos sous-sols qui sont des convoitises de l'Occident, des groupes, des films et autres. Donc tout ça, il faut les régler. Mais pour l'instant, comme on n'arrive pas à trouver les têtes avec lesquelles discuter, parce que depuis que ces attaques surviennent maintenant, on n'a plus de groupes qui revendiquent. Et ces attaques, pour voir, c'est de ce côté que ça vient. Donc, on va aller négocier, voir comment on peut déposer les armes et faire la paix. Jean-Paul, quand on regarde quand même au Mali, j'évoquais cette attaque d'un camp militaire, il y a une telle facilité pour ces groupes terroristes-là d'attaquer des positions militaires et de faire de gros bilans, parce que là on parle de 25 militaires tués, c'est la même situation au Burkina, qu'on doit s'interroger. Comment ces gens arrivent à surprendre aussi facilement des militaires armés et à faire de si gros dégâts? C'est pour ça que je comprends pas vraiment le titre parce que moi j'aurais mis les djihadistes sortent la grosse artillerie contre l'armée malienne plutôt. Oui, parce que 15, tous les jours c'est plutôt l'armée malienne qui en gros recule, en tout cas perd des hommes face aux djihadistes. Ça s'est encore produit aujourd'hui avec une vingtaine de morts. Donc l'armée malienne est défaillante. L'armée malienne n'a pas les moyens. Je crois que elle n'est pas très motivée non plus. C'est maintenant que ça vient, mais pendant plusieurs années, l'armée malienne ne disposait pas de moyens, n'était pas très motivée. Là, l'État malien est défaillant face à la situation sécuritaire qui se dégrade de jour en jour. Je partage l'idée que il y a des questions sociales, économiques qui expliquent, mais il y a aussi une dimension religieuse. Parce que si on prend ce qui se passe au Burkina, etc., c'est des incursions de gens qui sont plutôt installés sur d'autres territoires, qui font des incursions jusqu'au Burkina. Ce qui s'est passé
au Bénin aussi le démontre, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et donc, il y a une volonté de la part de certains groupes, j'allais dire, d'installer un pouvoir religieux, en tout cas une zone islamisée dans ces régions-là. Et donc, effectivement, ils recrutent parmi les couches les plus désœuvrées, les couches les plus défavorisées de ces pays. Mais les leaders de ces groupuscules armés, en fait, ils ont j'allais dire, une aspiration d'abord religieuse, associée peut-être aussi à des velléités, j'allais dire, commerciales, parce que c'est des bandes aussi mafieuses qui font du trafic de drogue, du trafic d'armes et tout ça. Il y a des intérêts économiques aussi qui sont en jeu, et ces groupes, je ne les vois pas venir discuter. N'oublions pas que le Mali a signé plusieurs accords de paix avec certains de ces groupes. En tout cas, ceux qui portaient des revendications politiques, mais ces accords sont restés quasi lettres mortes. Mais les autres groupes, en fait, il y a que ils font la guerre en fait à tous ces États. Donc il y a que la solution militaire qu'on peut leur opposer, puisque ils portent pas de revendications politiques en tant que telles. N'oublions pas non plus que si l'armée française n'était pas arrivée, les djihadistes seraient à Bamako depuis belle lurette. Et donc, pour stopper leur progression, on ne peut pas leur proposer de venir discuter puisqu'ils étaient en position de force. Donc, ce n'était que l'option militaire qu'on pouvait leur opposer. Donc, il y a ceux avec qui on peut discuter parce qu'ils portent des revendications politiques, et puis il y a tous les autres qui font la guerre pratiquement au monde entier, et notamment dans cette sous-région ouest-africaine, que Dieu nous en préserve. On est peut-être avec le Ghana les seuls pour l'instant qui avons été préservés, mais le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, ils en ont été victimes. Et il faut une réponse collective. C'est ce que les chefs d'État ont fait la dernière fois au cours à Ouaga, lors du sommet de la CEDEAO, parce que effectivement, même motivés, même avec des moyens, les Maliens seuls ne peuvent pas affronter cette guerre. Donc ça ne peut être qu'une réponse collective. C'est ce que les chefs d'État, peut-être un peu tard, une prise de conscience un peu tardive, mais en tout cas aujourd'hui il y a une prise de conscience avec les 1 milliard de dollars qui sont annoncés. Reste à savoir si effectivement cette somme sera débloquée et qu'elle ira véritablement à la formation des militaires, au renseignement, etc., pour faire face à cette plaie du 21e siècle. Je vais quand même poser une question qui peut paraître, je ne sais pas quand même quel qualificatif lui donner. Nos armées, aujourd'hui, j'aime le dire, elles sont en situation, est-ce qu'on a des armées prêtes à affronter le danger? Parce que je vais vous citer ce qu'une source diplomatique, une source administrative malienne dit. Il dit, nous n'avons pas encore, en parlant des militaires qui sont portés disparus de leurs nouvelles, les militaires maliens se sont repliés, il n'y a pas eu de combat et les présumés djihadistes sont repartis avec un important lot de matériel militaire et roulant. Non, je pense que nous avons des armées qui n'arrivent pas à s'adapter aux réalités. On fait de grands défilés, on affiche de grands armadas militaires. Mais regardez par exemple, bien sûr, vous savez, le djihadisme, c'est une question asymétrique, on ne sait d'où provient. Oui, c'est facile de dire que c'est asymétrique, mais là, on a des attaques directes. C'est des gens qui sont venus attaquer des positions militaires. Il n'y a pas eu de réplique conséquente. Oui, en réalité, c'est parce que tout d'abord, nous avons des armées, c'est ce que je disais, nous avons des armées qui n'arrivent pas à s'adapter à la question du terrorisme, donc il faut une nouvelle formation, il faut beaucoup d'argent pour parfaire ou rendre plus technologique nos renseignements. Regardez ce qui s'est passé avec la France. La France, c'est une armée puissante. La France est la 5e puissance du monde, la 2e puissance du monde. Mais elle a subi, dans une même année, elle a subi 2 attaques. En février, novembre,
2015, vous imaginez? Mais c'est qu'après, la France a dit, mais nous sommes quand même une armée, la 5e puissance du monde, et donc Sarkozy avait proposé à Hollande à l'époque qu'il faut des mesures drastiques. Et depuis lors, vous savez ce qui se fait, on dit, quand vous suivez les informations, on dit, donc il y a beaucoup d'attaques qui sont déjouées. Qui sont déjouées. Est-ce que nous sommes déjà à ce niveau? Non. Nous n'avons pas, c'est parce que nous n'avons pas la formation nécessaire, nous n'avons pas d'équipement solide et tout ça. Donc c'est pour cela que pour le moment, moi, ce que je propose, avant qu'on arrive à ce niveau d'équipement ou de formation, il faut qu'on négocie. Vous imaginez ce que vous le savez très bien, ce que le président Christian Kaboré avait dit à l'époque. Il dit, quand moi je suis arrivé au pouvoir, il y avait un groupe de djihadistes qui était venu me voir pour me dire que le président sortant, le président nous avait promis des voitures, de l'argent et autres. Moi, je ne suis pas dans ces négociations. Pour le moment, Blaise Compaoré, il réussissait les négociations. Il faut qu'on continue les négociations pour, s'il veut de l'argent, on donne de l'argent après. La pause et on revient juste après.